À toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cette première webconférence organisée par Matériaux Réemploi en partenariat avec Géo Avocat. Alors, je vous invite, en même temps, je vais vous faire deux petites minutes d'introduction. N'hésitez pas à compléter le sondage. Vous voyez à droite, vous avez chat, questions et sondage. Et vous pouvez répondre. Donc, n'hésitez pas, ça nous permettra de voir un peu qui constitue les participants de ce webinaire, comme ça, éventuellement, d'adapter plus ou moins mon propos. Voilà, d'abord un premier mot pour vous présenter à nouveau toutes nos excuses pour l'échec cuisant de la semaine dernière, qui était vraiment indépendant de notre volonté. On a été un peu victime du succès. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde. On avait vérifié que ça devait tenir et ça n'a pas tenu. Voilà, donc je suis sûre qu'on est d'autant plus heureux de se retrouver cette semaine. On a choisi une option qui vous permettra d'accéder au replay. Donc, il y en a beaucoup regarderont donc cette présentation plus tard. Donc, je les salue également. Alors, je vois qu'il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas de son ni de vidéo. Je ne sais pas comment ça se fait. Il y en a d'autres qui ont. Donc, bon, écoutez, malheureusement, ça pour ceux pour lesquels ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à enclencher, mais voilà, ok, parfait. Bah, n'hésitez pas à rafraîchir la page pour ceux où éventuellement ça ne fonctionnerait pas. Voilà, donc ce petit premier mot d'excuse, une fois que ça c'est fait, un petit mot sur matériaux réemploi. Morgane je vais présenter à sa place pour éviter justement pour une fois de faire sauter le logiciel, donc je le substitue, mais il me seconde dans la partie de chat, et donc si jamais il voit qu'il y a des soucis, il pourra vous renseigner dans la partie de chat. Voilà, donc matériaux réemploi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pense qu'ils sont peu nombreux en l'occurrence dans cette audience, mais c'est un site dédié à l'actualité du réemploi des matériaux, comme son nom l'indique, qui a maintenant 2 ans, qui a été créé en janvier, plus de 2 ans d'ailleurs, en janvier 2018 par Morgane Moinet, qui est architecte d'État et qui est aussi cofondateur d'un bureau d'études qui s'appelle Remix Réemploi et Matériaux. L'objectif du site, c'était de diffuser, et c'est toujours de diffuser les bonnes pratiques et de suivre l'actualité des acteurs de la filière. Et l'objectif, évidemment, c'est notre objectif à bon nombre d'entre nous, c'est de développer le réemploi en France et de massifier également. Pour plus d'informations sur Matériaux Réemploi ou pour rejoindre les groupes de veille, je vous ai mis au début du chat tous les liens nécessaires, donc n'hésitez pas à remonter au début du chat. Un autre point intéressant, c'est que donc au début, Matériaux Réemploi, c'était surtout une agrégation de contenu. Aujourd'hui, c'est finalement surtout des articles originaux qui sont publiés par des contributeurs qui sont des experts en matière de réemploi. Et c'est là que moi, j'interviens. Je fais partie des contributeurs réguliers. Mon rôle, c'est un petit peu d'informer la filière sur tout ce qui est juridique, donc que ce soit l'actualité ou que ce soit des questions plus structurelles en matière de responsabilité ou autre. Là, on va publier bientôt des articles en matière de fiscalité. Bref, l'idée, enfin mon rôle sur Matériaux Réemploi, c'est justement d'informer tout le monde sur le plan juridique. Moi, donc, me présenter peut-être rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Elisabeth Gégaud, je suis avocate au barreau de Lyon en droit de l'environnement et j'interviens plus particulièrement sur les sujets d'économie circulaire qui constituent un peu le cœur de mon activité. Comme beaucoup le savent, l'économie circulaire, ça demande de repenser les business models, mais ça demande aussi de trouver des solutions juridiques innovantes et adaptées à ce nouveau type d'économie. Voilà, je pense que pour moi, ça suffit un peu comme information. Et simplement, voilà, j'interviens beaucoup sur les sujets en lien avec le réemploi et pour la filière bâtiment de manière plus large. Voilà. Comment ça va se dérouler cette petite webconférence? Donc, il y a une petite partie, enfin la première partie présentation, et puis une seconde partie d'échange où le but ce sera de répondre à vos questions. Alors, je vous invite à renseigner vos questions dans la partie intitulée questions, là encore, juste vous voyez, à droite du chat. L'idée, c'est que comme ça, je pourrais les traiter au fur et à mesure. Vous êtes 250, donc, enfin, là, connecté, vous êtes 160, donc ça va. Mais ça reste beaucoup de personnes. Donc, l'idée, ce sera, je vais essayer de traiter un maximum de questions. Mais voilà, a priori, je pourrais peut-être pas toutes les traiter.
Donc, pour la suite, vous aurez accès au replay. Pas la peine de vous stresser à prendre des notes sur la présentation parce que du coup, le support sera mis en ligne sur Matériaux Réemploi. Et à l'occasion, j'essaierai aussi de compléter en répondant à certaines questions auxquelles je n'ai pas pu répondre pour que vous ayez un maximum d'informations. Voilà, je pense que c'est un petit peu tout. Donc, on va commencer la présentation. Je voulais simplement voir au niveau du sondage où est-ce qu'on en est. Donc, on a beaucoup d'architectes et d'acteurs du réemploi. On a un peu de maîtrise d'ouvrage et on a beaucoup d'autres. Donc, je suis désolée, j'ai peut-être mal identifié du coup qui vous pouviez être. Mais d'accord, ok, bah, c'est quand même plutôt équilibré. Et donc, sur le niveau de connaissance du sujet, c'est à peu près kiff-kiff. Il y a grosso modo 50% qui ont suivi de loin et puis 50% qui ont suivi de près la loi économie circulaire. Donc, il y en a certains pour lesquels peut-être ce que je veux dire voilà, sera déjà connu, d'autres pour lesquels ce sera complètement nouveau. Je suis désolée, j'essaierai de faire quelque chose d'un peu médian pour que ce soit susceptible d'intéresser tout le monde. D'accord, donc il y a une collectivité territoriale. Collectivité, du coup, pour moi, c'était potentiellement maîtrise d'ouvrage public et les associations et les clusters. Ok, parfait. Ben, bienvenue à tous en tout cas. Et c'est un plaisir d'avoir une audience aussi variée et aussi motivée. Alors, je vais vous partager ma présentation. Là, on est allé trop loin. Voilà, donc je vais commencer. Alors, un petit rappel sur le contexte. Donc, pour ceux qui connaissent mal le contexte, comment on en est arrivé là, finalement? Alors, on a une directive européenne avec un taux de valorisation de 70% des déchets du BTP en 2020. Donc ça, c'était notre objectif que l'Europe, du coup, nous assigne. La France, nous, on l'avait retranscrit dans le Code de l'environnement. Et le bilan n'est pas du tout flamboyant finalement quand là, le gouvernement s'est penché sur la loi économie circulaire. L'étude d'impact du gouvernement faisait figurer des chiffres du style 20, on était à 69%, sauf qu'en fait, c'est surtout les déchets du TP qui sont valorisés sur place qui permettent de présenter ce type de taux de valorisation. Et pour le reste, on est plutôt en fonction, donc tout dépend des gisements, mais on n'est pas du tout. Voilà, donc ça, c'est le premier problème parce qu'on peut se prendre une condamnation de l'Europe si on ne respecte pas ses objectifs. La deuxième chose qu'on avait, c'était un diagnostic déchets. Donc finalement, sur le terrain, on se rend compte que très peu de gens déjà sont au courant que ça existe. Le diagnostic déchets, il avait été introduit en 2011. L'idée, c'était quand il y avait des chantiers suffisamment importants de démolition, d'obliger la maîtrise d'ouvrage à réaliser un premier diagnostic pour optimiser cette gestion des déchets qui est obligatoire au titre du Code de l'environnement. Le problème, c'est que les maîtres d'ouvrage n'étaient pas au courant. Ce diagnostic est obligatoire, mais pas sanctionné, donc quelque part, tout le monde passait outre. Et voilà, donc c'était une pratique un peu occasionnelle qui permettait justement peut-être pas de faire remonter assez de données pour savoir où on en était de cet objectif de valorisation de 70%. Donc, un diagnostic assez marginalisé et pourtant qui pourrait être un vrai levier. On a eu aussi une tentative d'instaurer une boucle qui, on peut dire, a été non concluante. Donc, pour ceux qui se souviennent, c'était 2015, on avait la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte, qui a fait un premier pas en disant, bon, OK, la filière, vous gérez très, très mal vos déchets, tout ce qui est bâtiment. Donc, on va essayer de vous obliger à faire un premier pas pour améliorer ça. Et donc, qu'est-ce qu'on vous propose? Enfin, plutôt, qu'est-ce qu'on vous contraint de faire? On vous contraint pour tous les distributeurs et les négoces de matériaux à destination des professionnels à organiser la reprise des déchets de chantier sur vos sites de vente. Grosso modo, hein, je résume pour pas rentrer dans le détail, mais en gros, voilà, l'idée c'était un peu le fantasme quand on lit les débats parlementaires à l'époque, le fantasme de dire, voilà, l'artisan en fait, il va à la fois charger son camion avec les déchets de démolition et puis il va se rendre à son distributeur ou à son négoce pour récupérer des matériaux pour le chantier de construction et au passage, bah, du coup, il va déposer ses déchets sur place.
Ça a été très très mal accueilli par la filière des négoces de matériaux. Donc ils ont contesté le décret, c'est allé devant le Conseil d'État, ils ont perdu, c'est allé devant le Conseil constitutionnel, ils ont perdu à nouveau. Mais bon, ça a été, il y a eu, voilà, ça a été un contexte où ça a été mal accueilli. Et donc ensuite, une fois que ça a été contesté, que tout le monde a perdu, ça a commencé à être mis en place. Sauf que vu que tout ça prend beaucoup de temps, là, quand le gouvernement s'est penché sur la question en 2019, on n'avait toujours rien de très concret. Donc, on arrive un peu à cette phase de voilà, on avait fait une première tentative, j'ai envie de dire, une première main tendue pour tenter de mettre en place quelque chose pour la reprise des déchets du BTP et ça s'est pas très bien passé. Et puis, qu'est-ce qu'on avait aussi d'autre avant cette loi? Et puis ça continue, hein. On a une hiérarchie des modes de traitement des déchets qui n'est pas respectée. Donc, il y a bien une obligation pour les maîtres d'ouvrage qui sont producteurs des déchets de démolition de respecter notamment la hiérarchie des modes de traitement, donc qui est la prévention des déchets, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière, etc. Donc, on a en fait une hiérarchie des modes de traitement qui est sanctionnée en plus pénalement, qui permettrait finalement d'instaurer déjà de très bonnes pratiques, mais qui est très peu connue. C'est ce que je vous mettais ensuite, une responsabilité des maîtres d'ouvrage qui est peu connue et sous-estimée. Finalement, personne se sent très contraint, ne se sent très visé. J'ajoute à ça qu'on a une politique pénale en la matière qui est complètement insuffisante. Des magistrats qui ne sont pas du tout formés à la réglementation en matière de déchets, des inspecteurs de l'environnement qui sont pas du tout mobilisés sur ce sujet-là et qui viennent pas du tout faire d'inspection au chantier. Donc, bref, tout ce contexte fait que déjà, il y a une espèce de laisser-aller global et une réglementation qui était pourtant déjà pas mal, mais qui n'est pas du tout connue et pas du tout respectée. Et puis, je vous ai ajouté d'autres contextes. On avait des freins réglementaires au réemploi. Donc, il y a des freins de diverses natures, qu'ils soient économiques ou qu'ils soient assurantiels, mais il y avait aussi des freins réglementaires sur lesquels là, je ne vais pas rentrer en détail. Et l'autre chose sur laquelle voulait intervenir le gouvernement, c'est la question des dépôts sauvages. Donc, c'est un véritable carnage, je pense qu'on ne peut pas dire autrement, et c'est ingérable pour les collectivités. Ça a un coût, du coup, final pour le contribuable qui est vraiment significatif. Ça dégrade l'environnement, ça dégrade les paysages. Bref, c'est assez catastrophique. Et là encore, je tiens à souligner, il y a une politique pénale en la matière qui est complètement insuffisante. Donc, on arrive dans ce contexte pour l'adoption de la loi. Donc, le gouvernement, le projet de loi qui est porté surtout par Brune Poirson, qui nous dit, voilà, on a deux idées phares pour la filière bâtiment avec cette loi. C'est d'abord d'instaurer un régime de responsabilité élargie des producteurs. On reviendra, vous inquiétez pas, en détail sur ce que c'est pour ceux où c'est très flou. C'est le premier objectif. On dit, bon, voilà, on va instaurer ça. Et puis, le deuxième chose qu'on affiche très clairement, c'est le fameux diagnostic déchets que personne ne connaît et que personne ne fait. On va le rendre plus efficient, on va le faire évoluer et on va le rendre plus contraignant. Donc ça, c'était au début, parce qu'après, c'est ce qui se passe dans les débats, voilà, beaucoup de choses changent. Mais en tout cas, première lecture au Sénat, première lecture à l'Assemblée, commission mixte paritaire. Finalement, le 30 janvier 2020, on a l'adoption du texte. Et le 10 février 2020, on a la promulgation. Donc, je souligne qu'on n'a pas eu de saisine du Conseil constitutionnel entre l'adoption et la promulgation, ce qui peut arriver si des députés se mobilisent pour le faire. Là, en l'occurrence, le texte n'a pas été soumis. Donc, peut-être qu'il reste des dispositions inconstitutionnelles dans le texte et qu'on pourra contester par la suite dans le cadre de contentieux. En tout cas, pour l'instant, le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé. Donc, je rentre dans le vif du sujet sur la première nouveauté, donc ce fameux nouveau diagnostic pré-démolition qui s'appelle, qu'on pourrait intituler, en tout cas si on lit la loi, comme le diagnostic produits, matériaux, déchets. Donc, l'idée, un petit peu, c'est de fusionner ce qui existait déjà par ailleurs. Donc, vous avez le fameux diagnostic déchets réglementaires que j'abordais tout à l'heure.
Et vous aviez aussi de plus en plus ce qui était demandé par des maîtres d'ouvrage et proposé par un bon nombre d'acteurs de l'économie circulaire, ce qu'on appelle des diagnostics ressources. Donc, en gros, le diagnostic déchets réglementaire était très axé filière déchets. Donc, comment est-ce qu'on établit son diagnostic pour orienter ça vers les installations de tri et de traitement. Les diagnostics ressources étaient très orientés prévention des déchets et réemploi. Donc, on analyse tout ce qui peut faire l'objet d'une dépose sélective. On établit un petit peu des fiches pour les différents matériaux. On essaye de trouver des acheteurs potentiels ou des débouchés, ou alors on organise du stockage en attendant. Mais bref, l'idée, c'est vraiment, au contraire, d'éviter la filière déchets. Donc, on avait ces deux déchets, un réglementaire, un qui s'était développé dans la pratique au niveau contractuel, mais qui n'était pas du tout encadré. Et l'idée un peu du gouvernement, c'est de fusionner finalement ces deux dispositifs avec ce fameux diagnostic produits, matériaux, déchets. Alors, je vais vous présenter ce qu'on sait déjà et puis ce qui reste à définir, et vous verrez que dans la pratique, il reste quand même beaucoup de choses à définir. Ce qu'on sait déjà, c'est qui va être chargé de réaliser ce diagnostic. Ça va être les maîtres d'ouvrage. Sur quel chantier, ça va être non seulement la démolition, comme c'était déjà le cas, mais aussi, et ça c'est une nouveauté un peu avec la loi, pour les réhabilitations significatives. Là, vous verrez que ça, c'est quelque chose qui reste à définir, mais en tout cas, on étend le champ de ce diagnostic en incluant les opérations de réhab. Quel est l'objet du diagnostic? Donc là, la nouveauté, c'est que c'est également la gestion des produits et des matériaux et plus seulement des déchets qui seront issus des travaux. Donc, c'est un diagnostic très, très large qui peut viser aussi voilà, les surplus de chantier, etc. Donc, un diagnostic très large et qui essaye d'inscrire tout ça de moins en moins dans une logique de déchets. Les objectifs, donc c'est ce que je vous disais, augmenter les taux de réemploi. Ça, c'est les objectifs qui sont affichés dans la loi. C'est augmenter les taux de réemploi et de valorisation. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce fameux objectif de 70% où on a une pression européenne. Donc, on se dit, bon, là, il faut qu'on y aille. Donc, on pense que ce diagnostic peut être un vrai levier. Et puis, l'autre objectif, c'est améliorer la traçabilité des déchets de chantier. Et là, ça rejoint l'autre élément de contexte dont je vous parlais sur ce problème de décharge sauvage. Donc, il y a un peu les deux enjeux, quoi. Le contrôle, donc on instaure un petit peu un contrôle, il y en avait déjà un plus ou moins pour le diagnostic déchets, mais là l'idée c'est un peu de le renforcer. Il faudra transmettre les diagnostics à un organisme désigné par l'autorité administrative. En revanche, et j'insiste parce que c'est vraiment le point faible de la loi et c'est un peu pour moi ce qui rend complètement inopérationnel cette petite révolution du diagnostic produits, matériaux, déchets, il n'y a pas de sanction. C'est très étonnant parce que dans l'étude d'impact du gouvernement, c'est justement la carence qui avait été pointée du doigt pour le diagnostic déchets. Pourquoi personne ne le fait? Très clairement, c'est qu'il n'y a pas de sanction. Donc, quand vous avez un budget restreint et que vous avez des diagnostics pré-démolition obligatoires qui représentent un coût certain, clairement, si vous avez un diagnostic non obligatoire, en tout cas non sanctionné, si vous sucrez quelque chose, c'est ça. Donc, le gouvernement, dans son étude d'impact, avait prévu d'introduire un article avec des sanctions qui étaient pas inutiles, avec des amendes à 6 chiffres. Donc, ça pouvait être significatif. Ou non, je crois que c'était à 5 chiffres, c'était plutôt autour de 40 000 euros. Bref, en tout cas, peu importe, parce que cet article apparaît dans l'étude d'impact, mais par exemple, dans le projet de loi initial, a disparu. Ensuite, on a essayé il aurait été utile de réintroduire dans le cadre de la loi, mais ça n'a pas été fait, ça n'a pas été voté. Donc, on a toujours ce diagnostic, c'est important de le noter, qui est obligatoire, mais non sanctionné. Au niveau opérationnel, qui peut le réaliser? Ça va être des professionnels qui présentent des garanties de compétences. Là, c'est une nouveauté parce que, si vous voulez, un justement des points qui a été qui ressortait un peu des retours d'expérience, c'est que quand même les diagnostics déchets ou ressources, comme il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de certification, on pouvait tomber un petit peu sur tout et n'importe quoi, avec des qualités aussi de rendus finaux qui étaient également assez aléatoires. Donc, l'objectif, ça va être de faire monter en compétence cette filière de ce type de diag. Et ça, c'est quelque chose qui va devoir être défini par la suite. Quelles conditions vont peser sur les acteurs? Donc là, encore une fois, pour l'instant, il n'y avait pas d'assurance particulière
Il n'y avait pas de conditions particulières pour réaliser ces diagnostics, ce qui fait qu'il y avait, encore une fois, beaucoup de types d'acteurs, que ce soit des diagnostiqueurs traditionnels, plus des acteurs de l'économie sociale et solidaire, en lien avec certains experts. Bref, il y avait un peu de tout. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra une assurance spécifique, comme c'est le cas pour d'autres diagnostics. Et puis, une autre condition, alors là, qui est plus dense et plus nébuleuse, il faudra n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de réhabilitation qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance. Ce qu'on peut imaginer, parce que l'étude d'impact n'est pas claire là-dessus, et comme c'est dans le projet de loi initial, il n'y a pas eu de débat là-dessus, donc on a un peu du mal à voir quand même où est-ce qu'on va. A priori, l'idée, c'est de garantir que ce ne soit pas l'entreprise de travaux et qui fasse en même temps le diag pré-démolition produits, matériaux, déchets, et du coup, finalement, qu'il le fasse d'une manière qui l'arrange pour réduire ses coûts et pour réduire le temps de dépose ou des choses comme ça. A priori, à ce stade, c'est ce qu'on peut. Je pense qu'il faudra voir dans la pratique et analyser en fonction des cas. Mais l'idée, c'est de garantir, encore une fois, la qualité des diagnostics et qu'ils ne soient pas influencés par des considérations au stade des opérations de curage ou de démolition. À mon sens, c'est comme ça pour l'instant qu'on peut le comprendre et il faudra voir dans la pratique comment l'analyser. Donc, je vous ai mis aussi en quoi consiste plus précisément ce diagnostic, donc ce qu'on sait avec la loi, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir, comment il va falloir les formuler, ces diags. Mais en gros, il y a deux branches dont je vous parlais tout à l'heure. Sur ce qui est de renforcer la hiérarchie des modes de traitement, le diagnostic devra fournir les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, et c'est là où on essaye de remettre au cœur du système la hiérarchie des modes de traitement. Donc, en priorité, il faudra viser le réemploi. À défaut, il faudra viser la valorisation. Et dans ce cas, il faudra bien indiquer les filières de recyclage recommandées. Il faudra aussi préconiser les analyses complémentaires qui permettent de s'assurer du caractère réutilisable des produits et des matériaux. Donc là, effectivement, ce que je vous disais, ça s'inspire de ce qui se faisait déjà beaucoup dans les diagnostics ressources. En cas d'impossibilité donc de viser des filières de recyclage ou de réemploi, le diagnostic devra préciser les modalités d'élimination des déchets. Mais donc l'idée du diagnostic, ce sera bien de suivre cette méthode de hiérarchie et non pas d'aller au plus simple ou au moins coûteux. L'autre branche du diagnostic, donc ce que je vous disais, renforcer les obligations de traçabilité. Le diagnostic devra comprendre les orientations visant à assurer la traçabilité des produits, des matériaux et des déchets. Donc là encore, ce sera peut-être faire un parcours au niveau du transport, au niveau des débouchés, au niveau de la collecte, etc. Mais que tout ça soit un peu prévu dès le diagnostic pour renforcer cette traçabilité des déchets. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas encore, et c'est ça qui va être assez intéressant, et il y aura une concertation au sein du ministère avec les acteurs pour déterminer justement ce que va prévoir le décret en détail. Ce que le décret, ce qu'on attend de savoir, c'est quelles catégories de bâtiments sont concernés, quelle est la nature des travaux de démolition et de réhabilitation qui sont concernés. Et donc là, il faudra nous préciser la superficie des bâtiments, la nature des matériaux et des déchets susceptibles d'être produits, etc. Donc là, ça, tout est encore sur la table. On n'a rien pour l'instant. Le décret nous précisera aussi le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic, les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récollement à l'administration. Et puis, et surtout, j'ai envie de dire que c'est un gros enjeu, en tout cas pour les acteurs, les fameuses garanties de compétences et d'assurance que vont devoir présenter les professionnels qui vont réaliser ces diagnostics. Il y a souvent la question qui revient, donc quand est-ce qu'on peut s'attendre à ces précisions? Le gouvernement avait transmis une feuille de route avec un peu un calendrier des décrets et avait simplement fait une distinction grosso modo entre ceux qui devaient être pris avant l'été et puis ceux qui seraient pris ensuite. Celui-ci, de mémoire, ne faisait pas partie de ceux qui devaient être pris avant l'été et avec évidemment la situation actuelle, les concertations sont reportées a priori à ma connaissance. En tout cas, c'est pas au cœur des travaux du ministère en ce moment. Donc malheureusement, je pense que d'ici, il faudra attendre
minimum plutôt l'hiver, quoi, pour avoir quelque chose de publié et donc un dispositif qui rentre en vigueur. Sachant que je reprécise, bien sûr, tant qu'on n'a pas toutes ces précisions, ce diagnostic n'est pas obligatoire et n'est pas réalisé. On reste sur le régime du diagnostic déchets antérieur. Autre nouveauté qui n'est pas vraiment une nouveauté finalement, en fait, c'est simplement que c'est une transposition. Donc, en fait, si vous voulez, la plupart de notre droit en matière de déchets et d'économie circulaire nous vient de l'Europe et notamment de la directive déchets de 2008. Elle a été modifiée et révisée en 2018 et notamment, elle a introduit une obligation de tri à la source de 6 flux en matière de déchets issus des opérations de déconstruction. Donc, ce qu'a fait la loi économie circulaire, si vous voulez, c'est simplement transposer, comme d'ailleurs le gouvernement est obligé de le faire, la directive européenne actualisée. Donc, on a 6 flux qui sont identifiés dans la loi économie circulaire. On a donc le bois, les fractions minérales, donc ça comprend le béton, les briques, l'huile, les céramiques et les pierres. On a les flux métaux, tout ce qui est métal. On a le verre, le plastique et le plâtre. Et donc, l'obligation, c'est de faire une collecte séparée sur le chantier, de trier en fait à la source, dès ce stade-là, ces différents flux et de ne pas les mettre en mélange. Cette obligation, on avait un décret simple qui devait être pris justement cette fois-ci avant l'été pour préciser ce dispositif et également pour éventuellement identifier d'autres flux qui seraient à collecter et à trier séparément. Malheureusement, avec la période actuelle, je pense que avant l'été, ça va potentiellement être un petit peu compliqué, sachant qu'effectivement, ces décrets souvent doivent faire l'objet d'une consultation préalable en ligne. Enfin bref. Donc, je pense que le timing va être légèrement décalé, mais en revanche, ça, c'est sûr qu'on aura rapidement des précisions sur cette obligation de trait à la source. Ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, cette obligation de trait à la source des 6 flux, on a une sanction qui est prévue, qui est la sanction classique qui est prévue par l'article du Code de l'environnement pour la section, dans la section sur les déchets. C'est 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende pour une personne physique et vous multipliez cette somme par 5 si c'est l'entreprise qui est condamnée. En revanche, là encore, j'insiste sur le fait que il y avait déjà des sanctions quand on respectait pas la hiérarchie des modes de traitement qui n'ont jamais donné lieu à sanctions pénales parce que c'est un problème de politique pénale. On poursuit pas ça. Donc, je dis pas que ça va pas être poursuivi. Quelque part, j'ai envie de dire, je souhaite qu'il y ait 1 ou 2 cas exemplaires sur des cas un peu critiques pour que ça puisse inciter les acteurs à réaliser ce trait à la source. Mais en tout cas, voilà. Enfin, il faut être conscient que cette peine, elle n'est pas nouvelle. Elle s'applique à plein d'autres types d'obligations qui existent déjà en matière de déchets et elles sont très rarement, voire très rarement, exceptionnellement appliquées. Alors, la plus grande nouveauté, c'est la REP. Je vais vous mettre en ligne un autre petit sondage simplement pour voir où est-ce que je suis. Non, alors ça, voilà. Je vais vous mettre un petit sondage simplement pour voir sur la REP où est-ce que vous en êtes pour potentiellement voir si je raconte des choses qui n'intéressent personne. Publier, voilà. Vous avez dans la catégorie sondage, vous avez un nouveau petit sondage, la REP. Voilà, n'hésitez pas à répondre, comme ça permet de voir un peu jusqu'où je remonte un peu. Bon, on a l'air d'avoir quand même une majorité de personnes à qui ça parle un peu ou pas du tout. Et il y a quelques personnes quand même qui maîtrisent complètement le sujet, donc bravo à eux, parce que c'est un peu nouveau pour la filière. Donc, je vais vous faire simplement un petit historique pour que vous resituez un peu le sujet de la REP, notamment pour ceux à qui ça ne parle pas du tout. Donc, la REP, c'est en fait ce qu'on appelle le régime de responsabilité élargie des producteurs. Grosso modo, ça a été introduit dans les années, je crois même en 75, au niveau européen et français.
Et c'est une sorte de dérivé du principe, le fameux principe power-payer, où on se demande quand même où est-ce qu'il est parfois. Mais en l'occurrence, ça, c'est inspiré de ce principe. L'idée, c'est la suivante. En fait, ceux qui vont mettre sur les fabricants qui vont mettre sur le marché des produits qui vont générer des déchets vont devoir prendre en charge ce coût pour que ça pèse pas uniquement sur les collectivités, etc. Donc ça, c'était l'idée de base. Concrètement, en gros, on va mettre en place des filières de REP pour certains types de filières. Donc, par exemple, vous connaissez les plus classiques qui existent depuis longtemps, comme les déchets d'emballage ou la filière pour les déchets papier. Il y en a aussi les biens d'ameublement, souvent c'est assez connu. Bref, il y a des filières, et puis il y a les déchets électriques et électroniques, enfin les D3E, bref, il y a des filières en fait déjà classiques qu'on connaît bien. Et donc, comment ça se passe concrètement quand on met en place une REP pour les fabricants? En gros, on leur dit, vous allez payer, vous avez le choix, soit vous mettez en place une filière vous-même, vous faites fonctionner vous-même pour gérer de A à Z tous les déchets qui sont issus de vos produits, soit vous payez une éco-contribution à un éco-organisme qui, lui, va financer ensuite et va répartir l'argent pour financer cette gestion des déchets qui sont issus de vos produits. Globalement, tout le monde s'inscrit dans le deuxième schéma parce que c'est quand même le plus simple. Donc, on crée des éco-organismes. Il y a deux types d'éco-organismes. Vous avez la première option. La première option, c'est les éco-organismes qu'on appelle financiers. Grosso modo, qu'est-ce qu'ils font? Ils récoltent l'éco-contribution de tous les fabricants, etc. Et puis ensuite, avec un barème, ils vont financer justement le coût de gestion de ces déchets, donc auprès des collectivités, etc. Ça, c'est le premier, c'est les éco-organismes financiers. Et puis, vous avez un deuxième type d'éco-organismes, les éco-organismes opérationnels. Donc, eux aussi, ils vont collecter éco-contributions, mais ils vont pas seulement financer, ils vont également agir opérationnellement, c'est pour ça qu'on les appelle opérationnels, ils vont agir pour gérer ces fameux flux de déchets. Voilà, donc le but des éco-organismes, c'est également de faire de la prévention, etc. Le système est censé, je dis censé parce que les résultats sont là, mais ne sont pas non plus astronomiques. Les éco-organismes sont censés également, du coup, avec cette éco-contribution, sensibiliser à l'éco-conception, pousser à la prévention des déchets pour justement qu'il y ait de moins en moins d'éco-contributions à verser. Bref, le système est censé être vertueux. Les retours d'expérience ne sont pas forcément extrêmement concluants. Ce qui s'est passé avec la filière bâtiment, c'est que quelque part, c'est un peu une anguille, ça passe au travers depuis des années. Donc finalement, là, ce qui s'est passé, c'est comme je vous expliquais cette fameuse histoire en 2015-2016 où on a dit, grosso modo, la menace, c'était soit on vous met une REP, ok, filière du bâtiment, des déchets du bâtiment, soit on vous met cette fameuse obligation de reprise pour les négoces des déchets sur l'emprise de votre site. Donc, vous avez le choix. On fait un premier pas. Soit ça fonctionne, soit de toute façon, vous allez vous manger une REP. Donc, grosso modo, comme je vous expliquais, ça s'est pas très, très bien passé. Ça a été mal accueilli, ça a été beaucoup contesté. Et les résultats n'étaient pas là. Donc, on en arrive en 2019 avec un gouvernement qui dit, écoutez, maintenant, on a fait l'effort, on a essayé de mettre en place des alternatives, ça ne fonctionne pas, on vous met une REP. Donc, on arrive avec, et c'était le gros projet du gouvernement. Ça, pour le coup, ça a donné lieu, autant le diagnostic n'a pas été un sujet des mois, autant la REP, bien sûr, était un sujet très, très important parce qu'il va avoir des conséquences majeures sur la filière. Je vais vous montrer, il y a un schéma ensuite. Voilà. Donc, je vous montre le petit schéma. Donc, le sujet est un peu technique. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la REP bâtiment parce que on attend le cahier des charges qui doit être publié par le gouvernement où ils vont expliquer justement les missions de l'éco-organisme, les objectifs qu'il doit atteindre, etc., etc. Et donc, on en saura plus, mais on sait déjà pas mal de choses. Donc, j'ai fait un petit schéma pour simplifier tout ça. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Donc, il y a un fameux éco-organisme. Alors, autre chose, il peut y en avoir plusieurs. Dans la plupart des filières, il y a des filières où il y en a plusieurs concurrents et où ça fonctionne très bien. Il y a des filières où il n'y a qu'un éco-organisme, comme par exemple dans la filière emballage, c'est Citeo et il est complètement surdominant. Il y en a un autre de mémoire qui est agréé, mais qui n'existe pas vraiment. Donc, c'est possible d'avoir une concurrence. On peut avoir plusieurs éco-organismes qui seront agréés pour la filière.
En tout cas, a priori, ça va être les fabricants de produits et de matériaux de construction qui vont devoir appliquer une éco-contribution sur leurs produits. Ah oui, et également à noter, parce que quand même c'est important, les éco-contributions sont facturées en sus du prix du produit. Voilà. Donc, ça va forcément avoir un petit impact sur le prix de ces matériaux. Les fabricants de produits et de matériaux de construction vont verser la contribution financière à l'éco-organisme. Et ce qu'on sait déjà, c'est que quel va être son rôle? Il va avoir trois choses à financer. Il va devoir financer le ramassage et le nettoyage des dépôts sauvages de déchets du BTP, même ceux qui préexistent et qui ne sont pas nés après l'instauration de la REP. Encore une fois, je n'ai pas insisté, la REP, ce sera à partir du 1er janvier 2022. Donc, pas d'affolement. Voilà. Et à mon avis, si là, avec les décalages, les cahiers des charges sont publiés trop tard, peut-être qu'il y aura encore des petits délais. Donc, voilà, on n'est pas, c'est pas, je vous parle pas de quelque chose qui se passe maintenant aujourd'hui. On est en train c'est en train d'arriver et on a encore à peu près 2 ans. Donc, le rôle, je suis désolée, je reprends. Le rôle de l'éco-organisme va être d'abord de financer ce fameux ramassage et nettoyage des dépôts sauvages de déchets du BTP. Donc là, c'était, je ne sais pas ceux qui se souviennent, mais ça faisait partie tellement des sujets crispants parce qu'il y a eu le décès d'un maire qui a essayé d'intervenir pour limiter une décharge sauvage. Et qui est décédé. Donc, bref, c'était un sujet très important. Donc, un des gros pôles de financement de la REP, ça va être de nettoyer tout ça. Donc, le deuxième, je pense même le principal, en fait, pôle de financement, j'aborderai celui en dernier, celui du milieu. L'autre pôle de financement, ça va être les points de reprise gratuite des déchets issus des matériaux et des produits de construction. L'objectif, ça va être d'augmenter ce que je vous disais, d'atteindre le fameux taux de 70% de valorisation des déchets, et notamment de recyclage. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un maillage territorial extrêmement dense en points de reprise. Je repars de l'autre côté pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. En gros, les entreprises de travaux vont réaliser un tri et une collecte séparée des déchets sur le chantier. C'est le tri qu'on évoquait tout à l'heure, de toute façon, qui va devenir obligatoire. Donc, il faut réaliser ce tri. C'est la condition. Vous réalisez votre collecte séparée et vous venez déposer vos déchets à des points de reprise gratuites. Donc, il n'y a plus rien à payer. Il n'y a pas d'installation, il n'y a plus de TGAP à ce stade. Enfin, on vient déposer gratuitement les déchets issus du chantier dès lors qu'ils sont bien triés. Et ensuite, ce sera géré pour, en priorité, du recyclage. Bien sûr, l'enjeu pour que ça fonctionne, il y a beaucoup d'enjeux pour que ça fonctionne et beaucoup d'incertitudes, mais notamment, une des choses qui est très importante, c'est qu'il y a un maillage territorial qui soit dense en points de reprise. L'idée, c'est déjà de s'appuyer sur les fameux points de reprise qui avaient été créés par certains négoces à proximité de leur site de distribution. Donc, l'idée de l'éco-organisme, c'est quand même de se rapprocher d'eux en priorité, mais l'éco-organisme va devoir financer potentiellement d'autres points de reprise et les mettre en place. Donc ça pourra passer, je ne sais pas, par des appels d'offres. On ne sait pas encore comment ça va fonctionner, mais l'objectif de l'éco-organisme, ça va être d'atteindre ce maillage très dense qui n'est pas gagné. Voilà, donc c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu le fonctionnement spécifique de la REP déchets du BTP qu'on n'a pas pour d'autres REP. C'est un peu l'innovation. L'objectif du gouvernement, c'est d'avoir ce maillage de points de reprise gratuits et clairement que plus personne n'ait d'excuses pour mettre ça en décharge sauvage. Le dernier point qui peut être intéressant, notamment pour tous les acteurs du réemploi, c'est la création et le financement d'un fonds de réemploi solidaire. Alors là, ce qui est un peu décevant, c'est que pour certaines filières, en fait, tous les éco-organismes, globalement, vont devoir créer ce fameux fonds de réemploi solidaire pour financer justement les acteurs du réemploi, les structures de l'ESS qui interviennent sur ce sujet. En revanche, notre filière fait pas partie de celle où la loi prévoit que ça doit être minimum 5% des éco-contributions qui sont versées.
Donc, on aura peut-être moins de 5% des éco-contributions donc, qui seront versées par les fabricants qui iront au fonds de réemploi solidaire. Donc, si c'est 2%, voilà, faut voir. En tout cas, c'est déjà une bonne initiative. Au niveau de comment va être approvisionné ce fonds et du montant qui sera capable justement de redistribuer, c'est à voir. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va faire le fonds de réemploi solidaire? Il y a encore voilà, des choses à définir, ça encore ce sera précisé par la suite, mais il pourra accorder des crédits, il pourra passer des appels à projets, bref. On ne sait pas encore exactement comment il va fonctionner. Pareil, sachant que c'est l'éco-organisme qui va le créer et l'encadrer et voir un petit peu son fonctionnement. Donc, il faudra à mon avis, attendre même peut-être au-delà du 1er janvier 2022 pour voir un petit peu comment celui-là va fonctionner. Donc voilà pour la REP, je suis sûre qu'il y aura plein de questions. L'idée, c'est pas de rentrer techniquement, c'est que vous compreniez grosso modo ce qui est prévu et à quoi va servir l'argent dans ce mécanisme-là. Là, je ne vais pas m'apesantir simplement pour que vous ayez information si jamais il y en a qui sont passés à côté. En attendant la mise en place de la REP, le gouvernement, justement, a prévu un appel à projet pour financer pas mal d'expérimentations, grosso modo recueillir beaucoup de bonnes pratiques et beaucoup de retours d'expérience qui vont permettre de bien calibrer justement le cahier des charges de la REP et comment on va organiser le maillage territorial et la reprise, etc., comment on va améliorer la traçabilité. Donc, vous avez jusqu'au 25 septembre 2020, il y a 20 millions d'euros et je vous ai mis les 4 grands objectifs. Du coup, je ne rentre pas en détail là-dessus, je vous ai mis le lien, donc vous pourrez exploiter tout ça. Pour le coup, je ne vais pas m'apesantir, il reste 2-3 choses à aborder. Sur le réemploi des matériaux, je ne serai pas extrêmement longue parce que j'ai déjà publié sur Matériaux Réemploi des articles sur justement ce sujet-là un petit peu, mais simplement pour réexpliquer pour ceux qui ne seraient peut-être pas très au fait. Il y a 2 freins, si on peut dire, qui ont été identifiés et qui ont été levés. Le premier frein, c'était la question du statut de déchet. Donc, comme vous le savez, il y a tout ce problème, cette complication vraiment à la française sur la distinction entre réemploi, réutilisation. L'un, le statut de déchet, l'autre non. Il y a pas le même régime de responsabilité dessus. Il y en a un où il y a une responsabilité administrative et pénale extrêmement lourde. Bref, donc l'idée, c'était que quand on fait du réemploi de matériaux et qu'on les met en œuvre dans une construction, il faut qu'on soit sûr qu'ils n'avaient pas le statut de déchet. Sinon, ça craint, pour résumer. Voilà. Et là, il y a eu 2 amendements qui ont été proposés. Celui qui a été présenté en premier a été adopté. C'est dommage parce que, selon moi, c'était le moins bien. Mais du coup, c'est un amendement qui reprend exactement la doctrine de la DGPR qui avait apporté des précisions. Donc, l'idée, c'était de dire que dans le cadre d'un chantier de réhab ou de démolition, si un tri des matériaux, équipements ou produits de construction est effectué par un opérateur qui a la faculté de contrôler les produits et équipements pouvant être réemployés, les produits et équipements destinés au réemploi ne prennent pas le statut de déchet. C'est une bonne nouvelle parce que, bon, au moins, avant, c'était une doctrine de la DGPR, donc juridiquement, on ne savait pas trop quoi en faire et la portée était assez limitée. Là, maintenant, on a un article dans le Code de l'environnement. Le problème, selon moi, c'est qu'il est mal rédigé, qu'il n'y a pas de décret d'application qui va venir et qu'on ne sait toujours pas qui sont ces opérateurs qui ont la faculté de contrôler ces produits pouvant être réemployés. Il y aura pas de décret là-dessus, donc on ne saura pas. Bon, je pense qu'il faut du coup avoir une lecture constructive et se dire que c'est le plus large possible et que tous les opérateurs de la chaîne et de la filière réemploi auront potentiellement cette capacité. Mais voilà, pour moi, c'est pas la rédaction, si je peux dire, pépite qu'on aurait pu avoir, mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, on a aussi une évolution. Alors ça, il y a quelque chose qui est un petit peu décevant, mais on a l'obligation pour les maîtres d'ouvrage de recourir aux matériaux de réemploi. Donc là, on a amendé un article du Code de l'environnement qui prévoit que dans le domaine de la construction et de la rénovation de bâtiments, la commande publique doit veiller au recours à des matériaux de réemploi ou issus de ressources renouvelables. Le but de cet article, c'est de sensibiliser d'autant plus la maîtrise d'ouvrage publique au sujet du réemploi pour qu'elle prenne l'habitude inclure en fait ce volet dans ces appels d'offres et dans ces marchés et dans ces projets, sachant que bien sûr l'idéal ça aurait été d'imposer un taux de matériaux de réemploi
dans chaque projet. Ce qui s'est passé, c'est que au moment où il y avait la loi, on était encore sur une jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2013 qui avait censuré justement une disposition qui imposait un taux de matériaux biosourcés en disant que c'était contraire à la liberté d'entreprendre. Donc, bon, on s'est dit, on va pas faire un amendement qui va être retoqué par le Conseil constitutionnel. Et en fait, pas de chance parce que début 2020, le Conseil constitutionnel a changé sa jurisprudence et a décidé que maintenant, le droit, la protection de l'environnement peut primer sur la liberté d'entreprendre. Donc, potentiellement. Un amendement maintenant qui prévoit une obligation de mettre un taux de matériaux de réemploi dans une construction pourrait être valable. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est pas ce qu'on a fait passer. On a cet article qui va être difficile à sanctionner parce que éventuellement, il pourrait être soulevé par un candidat évincé qui avait mis des matériaux de réemploi dans son projet alors que le candidat qui a été retenu ne l'avait pas fait. Je rentre pas forcément dans les détails, mais en tout cas, voilà, c'est une obligation, encore une fois, qui a surtout vocation à inciter et à évangéliser un petit peu les maîtres d'ouvrage à la question du réemploi. Il me reste voilà, une dernière chose à aborder sur la question de la collecte et de la préparation des matériaux de réemploi. C'est un dispositif qui a été proposé au cours des débats. Et donc, l'idée, c'est pour ceux qui sont plus du côté là, ressourcerie, recyclerie, etc., et qui cherchent des gisements, il y a une obligation maintenant, on ne dépend plus de la bonne volonté des collectivités. Il y a une obligation quand vous demandez à une collectivité territoriale de vous mettre à disposition des zones de réemploi dans les déchetteries communales, d'agréer à votre demande. Donc maintenant, si vous voulez, globalement, les zones de réemploi vont être obligatoires. En revanche, ce qui est un peu décevant, c'est que ça concerne que les déchetteries communales, sachant que c'est surtout les déchetteries professionnelles qui accueillent tout ce qui est déchets de matériaux, enfin déchets du BTP plus largement. Voilà, donc c'est vrai que voilà, c'est une bonne nouvelle, mais c'est pas une nouvelle sensationnelle. Il me semble voilà, que j'en ai fini. Je vais essayer de répondre à quelques questions, sachant qu'il faudra terminer à 12h15 malheureusement. Donc, ça laisse 25 minutes. Je vais essayer de voir ce à quoi on peut répondre s'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je suis désolée, ça charge les questions. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Alors. Alors, il y a une première question. Il y a des questions qui ne sont pas propres à la loi économie circulaire, donc je pense que je les garderai pour faire des réponses par la suite. Mais l'idée, c'est de répondre à celles qui sont bien en lien avec ce qu'on a abordé aujourd'hui. Alors, les maîtres d'ouvrage peuvent-ils aller plus loin que la nouvelle réglementation et fixer un taux de réemploi dans son appel d'offres et rendre cette clause opposable? Oui, a priori, pour moi, il n'y a pas de difficulté. Évidemment, la maîtrise d'ouvrage peut aller, a fortiori quand c'est des maîtrises d'ouvrage privées, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez. Mais quand c'est des maîtrises d'ouvrage publiques, effectivement, vous pouvez aller bien plus loin que la réglementation. Sachant qu'il ne faut pas tout de même que ce soit que ça limite trop spécifiquement l'accès au marché. Effectivement, si vous le faites exprès pour viser un acteur spécifiquement, par exemple, ça peut être problématique. Est-ce qu'un architecte peut être à même d'effectuer le diag produits, matériaux et déchets? Là, encore une fois, pour l'instant, ça, on saura quand on aura le décret. Je pense que de toute façon, les architectes, l'ordre des architectes va être invité à participer aux concertations et donc va pouvoir essayer de justement faire inclure ces professionnels dans le dispositif.
Le fonds financier du réemploi permettra-t-il de prendre en charge le coût supérieur de matériaux nobles type pierre plus onéreux qu'un matériau industrialisé ou béton, par exemple? Alors, malheureusement, le fonds de réemploi, pour l'instant, ce que je vous disais, on n'a aucune précision. Et c'est vrai qu'à mon avis, ça fait partie des dispositifs pour lesquels, avant 2022, on n'aura pas de précision sur justement ce que ça va pouvoir financer. Donc, il va falloir prendre son mal en patience. Qui est pressenti pour être un éco-organisme. Alors, je n'en ai strictement aucune idée pour être honnête. Les éco-organismes peuvent être soit des entreprises, soit des associations. Dans tous les cas, il faut savoir que ce sera dans leur activité d'éco-organisme, elle sera non lucrative. Donc, cette branche de leur activité, elle sera non lucrative. Pour l'instant, je pense que c'est difficile de se positionner sur qui peut être éco-organisme parce que on n'a pas encore le cahier des charges de ce qu'ils vont devoir faire quoi, concrètement et quel objectif ils vont devoir remplir. Donc, je pense que pour l'instant, c'est peut-être un peu difficile pour beaucoup d'acteurs de se positionner. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des informations sur justement des éco-organismes, enfin des structures qui seraient un peu déjà positionnées ou qui travailleraient pour répondre au cahier des charges du gouvernement. N'hésitez pas à le partager par ailleurs. Comment les entreprises de construction et les maîtres d'ouvrage privés sont-ils responsabilisés? Alors, si vous voulez, en fait, les entreprises, ils sont responsables, mais c'est vrai que la loi économie circulaire à ce niveau-là n'apporte pas grand-chose. C'est-à-dire que, à part, si vous voulez, la fameuse obligation de tri des flux sur le chantier, ou les entreprises de travaux ou les maîtres d'ouvrage privés potentiellement pourraient être condamnés. Pour le reste, c'est vrai que ça ne les concerne pas particulièrement. En revanche, ils sont responsables en tant que producteurs ou détenteurs de déchets. Donc, de toute façon, ils ont une responsabilité qui est pénale et administrative dans la gestion. Donc, pour le coup, je pense que effectivement, la loi économie circulaire, à ce niveau-là, il n'y a pas de grande avancée. C'est plus qu'il y a une méconnaissance, en fait, de leur responsabilité qui est préexistante et qui est déjà dans le Code de l'environnement. Y a-t-il également une incitation à l'éco-conception? Oui, bah évidemment, bien sûr, ouais, ouais, c'est un des gros. Si vous voulez, toutes les REP ont vraiment un objectif d'inciter à l'éco-conception. Après, ce qui est quand même un peu, pour moi, ce qui est un peu problématique, c'est que les résultats pour les REP assez anciennes, en termes d'éco-conception, il me semble, quand on regarde, quand on regarde le résultat après plusieurs années, sont pas excessivement concluants. Donc oui, il y aura un objectif d'éco-conception, il y aura bien sûr une modulation du barème de l'éco-contribution en fonction de l'éco-conception, il y aura probablement une exonération d'éco-conception pour le réemploi, enfin bref, il y aura bien sûr l'éco-contribution se veut incitative et donc il y aura normalement un barème intelligent qui est censé inciter que ce soit à l'éco-conception ou à la prévention des déchets ou au réemploi, etc. Mais voilà, c'est encore quelque chose, on n'est pas. On- en tout cas, personnellement, j'ai un petit peu des doutes sur à quel point c'est un vrai levier par rapport, par exemple, à la pression du marché ou de la demande, quoi. Je suis un peu dubitative. Euh, la REP, ça concerne les déchets et pas le réemploi. Oui, tout à fait. Alors, il y a une question qui est intéressante, mais c'est effectivement ce que j'avais précisé sur Matériaux Réemploi. Pour moi, la REP pour le réemploi n'est pas du tout une excellente nouvelle parce que elle incite au recyclage quasi exclusivement. C'est-à-dire que vous allez avoir le choix en tant que maître d'ouvrage entre faire votre collecte triée, bien séparée de vos flux et les déposer pour une reprise gratuite. Vous avez le choix entre ça ou alors rentrer dans enfin, ceux qui font ceux de la filière réemploi le savent, rentrer dans la logistique extrêmement compliquée du réemploi. Donc c'est vrai que pour moi la REP va pas forcément inciter à faire du réemploi, quoi. Parce que la plupart, en fait, finalement, des gisements vont être réorientés vers le recyclage parce que ce sera beaucoup, beaucoup plus simple et beaucoup, beaucoup moins cher. Donc voilà, je pense qu'il faudra, c'est pour ça qu'il faudrait, à mon avis, des leviers supplémentaires pour inciter au réemploi.
Que va financer le Fonds de réemploi solidaire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, malheureusement, on ne sait pas. Sur la question de, dans le schéma de la REP, qui est-ce qui va financer l'enlèvement des déchets vers les points de reprise? On n'a pas de, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous apporter de précision. Mais a priori, ça n'a pas vocation à être pris en charge par la REP. Ce qui est pris en REP, c'est uniquement la reprise gratuite et non pas l'acheminement des déchets jusqu'au point de reprise gratuite. Est-ce que Ecorganic va financer en partie les démarches de tri et de réemploi des déconstructions? Bah, là, c'est la question. A priori, non, ça ne fait pas partie des choses qu'elle est censée financer. Mais comme elle est censée financer le fonds de réemploi solidaire, on peut penser qu'il y aura des crédits qui sont accordés pour aider, pour financer certaines démarches qui sont menées par certains acteurs. Mais c'est vrai que ça ne fait pas partie des objectifs de la REP. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que le gros du financement de la REP, c'est nettoyer les décharges sauvages et organiser un gros maillage sur le territoire de points de reprise gratuites de déchets triés de déconstruction. C'est ça la REP, grosso modo. Après, bien sûr, il y a ce qui va être fait par ailleurs. Il y aura des actions de sensibilisation, de prévention des déchets. Il y aura d'autres choses qui vont être faites, mais le gros de l'énergie et à mon avis le gros du cahier des charges est sur ces deux dispositifs. Donc c'est vrai que pour le réemploi, on ne peut pas s'attendre à beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que la création des éco-organismes est un dispositif français ou européen? Bah, si vous voulez, c'est les deux. C'est-à-dire que vous avez l'Europe qui impose la création d'éco-organismes. En revanche, les filières sont créées au niveau français. L'État garde sa marge de manœuvre la plupart du temps pour désigner justement quel éco-organisme il agrée. Et chaque État agrée ses propres éco-organismes. Sur la question du type d'assurance que devront souscrire les professionnels en charge du diagnostic pré-démolition, là, encore une fois, ça va être défini par le décret, mais a priori, ce sera pas une décennale, ce sera une assurance en fait spécifique pour ce type de diagnostic, comme c'est le cas pour tous les autres diagnostics pré-démolition, que ce soit plomb, amiante, thermite, compagnie. Tout ça, voilà, ce sera le même schéma en fait. C'est simplement qu'on va fixer le montant, voilà, un minimum de la franchise. Enfin, on va encadrer un petit peu le type de police type qu'il faudra pour que, en plus, après, les acteurs de la filière de l'assurance puissent proposer et standardiser ce produit. Donc, c'est ça l'objectif, mais a priori, pas de décennale. Alors, sur l'obligation du tri à la source, quelles sont les personnes aptes à faire ce tri dans la loi de 2020? Ils sont très flous. Oui, alors en fait, si vous voulez, ce tri, il n'y a pas de. Là, pour le coup, contrairement à d'autres choses, il n'y a pas d'opérateur spécialisé dans ce tri. Enfin, j'ai un doute là si vous parlez du tri à la source des 6 flux qu'on a évoqués ou si vous parlez du tri pour les matériaux de réemploi. Pour ce qui est, dans les deux cas, en fait, de toute façon, on n'a pas, il n'y a pas de garantie là pour le coup de compétences ou d'assurance. L'idée pour le tri à la source et la collecte séparée des fameux 6 flux sur le chantier, c'est que ce soit l'entreprise de travaux qui le fasse en fait. C'est simplement qu'il faut qu'elle s'organise d'un point de vue logistique pour pouvoir isoler ces flux, mais il n'y a pas en l'occurrence, le texte prévoit pas un nouveau type d'acteur qui interviendrait pour garantir la qualité de ce tri à la source. Donc effectivement, la question se posera à mon avis plus au niveau des points de reprise quand ils viendront faire un contrôle visuel pour vérifier que ça a été bien fait et pour accepter ou refuser les flux. Mais il n'y a pas, c'est pas la loi qui va justement prévoir des garanties à ce niveau-là sur un certain type d'acteurs qui sera à même de contrôler sur le chantier que cette collecte séparée est bien faite. Et pour le réemploi, malheureusement, si jamais c'était la question, bah, c'est ce que je vous disais, c'est extrêmement flou, on n'aura pas de précision. Donc voilà, c'est les opérateurs, je pense que les acteurs de la filière réemploi qui travaillent de manière habituelle sur le sujet sont à même de faire ce tri entre les matériaux qui peuvent être employés et ceux qui ne peuvent pas.
Alors, quid du tri des équipements de seconde œuvre et menuiserie, quid des équipements? Alors, bah, le texte n'en parle pas. Donc, c'est vrai que les équipements, ça dépend lesquels, mais peuvent être éventuellement se raccrocher à d'autres filières. Euh, donc, enfin, ça dépend des équipements, c'est un peu le sujet. Mais en tout cas, là, pour le coup, il n'y a pas eu une chose quand même qui est importante justement, et peut-être que ça peut répondre à la question, les 6 flux qu'on a identifiés, c'est ceux qui étaient prévus au niveau européen, mais le texte prévoit bien que dans le décret que va prendre le gouvernement, il peut prévoir de collecter séparément d'autres flux. Donc potentiellement, les menuiseries seront isolées ou les équipements. Après, encore une fois, sur cette fameuse collecte séparée et que contient chacun des 6 flux, et est-ce qu'il y aura des flux supplémentaires? Je pense qu'il faut vraiment attendre le décret pour se prononcer, où ils vont vraiment détailler. À mon avis, là, pour le coup, on va rentrer dans quelque chose de très descriptif et très détaillé. Donc, je préfère pas vous donner pour l'instant d'orientation pour ces flux-là, sachant que peut-être que le décret va résoudre toute cette question. Et comme je vous disais, c'est un décret qui devait être créé avant l'été. Donc, bon, avec un peu de chance, s'il continue à avancer dessus, on aura la réponse rapidement. Et puis sinon, ce sera pour l'automne ou l'hiver. Mais je pense qu'on aura la réponse rapidement. Après, encore une fois, j'insiste, les dispositifs pour lesquels un décret doit être pris, c'est-à-dire quasiment tout ce que je vous ai présenté, euh, sauf pour tout ce qui est réemploi, ça s'applique dès maintenant. Mais pour le diagnostic, l'obligation de tri des flux et la REP, c'est des dispositifs pour l'instant qui ne sont pas mis en œuvre, qui ne sont pas obligatoires parce qu'on attend les décrets d'application. Donc voilà, il faut ménager sa monture et de toute façon, l'idée c'est que de toute façon, dès qu'il y aura des décrets qui vont être publiés, nous on va les commenter sur Matériaux et Emploi. Enfin, vous serez informés en temps utile et on pourra rentrer dans le détail des dispositifs. C'est vrai que c'est très frustrant pour l'instant de devoir vous faire des réponses un peu en queue de poisson, mais c'est vrai qu'on peut pas vraiment s'avancer. On a très peu d'informations. Il n'y a aucune concertation même qui a commencé au ministère. Donc c'est vrai qu'on est un peu dans le brouillard. Donc encore une fois, il y a pas mal de questions sur la fameuse compétence pour réaliser ces diagnostics ou alors pour réaliser le tri à la source enfin le tri à la source, le tri sur le chantier des matériaux qui vont être destinés au réemploi. Pour le diagnostic, les garanties de compétences seront fixées par décret. Dans le second cas, encore une fois, on ne sait pas, donc je ne peux pas être à même de vous dire si vous avez la compétence ou pas pour effectuer ce tri. Mais je pense que, encore une fois, il faut avoir une interprétation bienveillante, j'ai envie de dire, de cette disposition et de se dire que voilà, à partir du moment où vous avez voilà une formation ou en tout cas une expertise technique ou un métier qui vous permet de caractériser les matériaux avec un contrôle visuel ou quelques contrôles sur site, c'est suffisant. Alors, comment seront accordées les garanties de compétences? Alors, ça, c'est peut-être intéressant. Donc, je vais peut-être essayer de faire une réponse. A priori, il y aura un processus de certification, un peu comme c'est le cas avec du type COFRAC. On va mettre en place une certification et je pense que la plupart, c'est une des pistes, hein. Après, peut-être qu'ils vont choisir une autre piste. Il n'y a pas encore de choses qui sont arrêtées. Mais le plus simple, a priori, serait de mettre en place une certification et que l'ensemble des acteurs qui réalisent déjà, que ce soit du diagnostic déchets ou du diagnostic ressources, n'auraient pas forcément de droit acquis et devraient eux aussi passer par cette certification. Après, il y a une autre piste, c'est simplement de considérer que certains qui ont déjà d'autres types de certifications ou qui, par exemple, qui sont architectes, peuvent déjà sans certification le faire. Il y a plusieurs pistes pour l'instant. Rien n'est arrêté et c'est pour ça qu'il doit y avoir une concertation avec tous les acteurs. Mais a priori, le plus juste serait de mettre en place une certification que tout le monde devrait acquérir pour pouvoir réaliser ces fameux diagnostics produits, matériaux, déchets à partir d'une certaine date. Donc voilà, je pense que c'est une des pistes les plus simples, mais donc à voir. Après, encore une fois, la piste des droits acquis en disant certains types d'acteurs qui réalisent déjà certains types de choses ou qui ont déjà tel type de diplôme, etc., peuvent continuer à faire ces diagnostics sans certification.
est aussi une piste. Pour l'instant, tout est ouvert. Aucun lien capitalistique ne veut pas dire aucun lien contractuel. Donc là, c'est sur la question du diagnostic, toujours produits, matériaux, déchets, sur cette fameuse question de qu'est-ce qu'on entend par il ne faut pas avoir de lien capitalistique avec une entreprise qui est chargée des travaux. Capitalistique, a priori, pour moi, enfin, c'est pas. Il y a la question du capital social. Donc, je pense que c'est plutôt en termes de structure. Enfin, honnêtement, c'est pas clair du tout. On a du mal à comprendre ce que ça veut dire et l'étude d'impact n'est pas claire du tout. Donc, je pense qu'ils essayent de balayer tous les types de liens qu'il pourrait y avoir. Capitalistique, ça peut être du coup le capital social, donc finalement qu'il appartienne pas, que ce soit pas une filiale, qu'il appartienne à un groupe. Enfin, je pense qu'encore une fois, il faut examiner chacun. J'ai du mal à vous répondre à apprécier la portée de ces termes in abstracto, et je pense que ce serait beaucoup plus simple avec des cas pratiques où simplement vous êtes sur un chantier, vous avez réalisé le DIY, vous posez la question, est-ce qu'avec l'entreprise qui a vos travaux, vous avez un lien de nature de ce qui est proscrit dans la loi. Mais je pense que capitalistique, ça fait plutôt référence au capital social. Mais c'est vrai que c'est pas clair. Alors, quid de la commande publique? La loi prévoit-elle une exigence d'exemplarité de la maîtrise d'ouvrage public? Alors, le terme d'exemplarité n'est pas pris par la loi. Je pense que le but de l'amendement sur justement la commande publique doit veiller au réemploi des matériaux, c'est évidemment essayer de pousser cette exemplarité de la commande publique en la matière et son rôle aussi j'ai envie de dire, d'expérimentation parce qu'il faut que quelqu'un le fasse et que les maîtres d'ouvrage publics ont quand même certaines garanties que certains maîtres d'ouvrage publics ne peuvent pas avoir. Donc c'est vrai que l'objectif de cette disposition-là, c'est de pousser du côté commande publique. Après, malheureusement, il y a pas vraiment plus que ça directement pour la commande publique. Et c'est simplement, voilà, tous les autres dispositifs. Je pense que, par exemple, ce qui serait bien, c'est quand même que le diagnostic pré-démolition, il y a déjà beaucoup de maîtres d'ouvrage publics qui faisaient des diagnostics ressources, qui lançaient des marchés pour du diag ressources. Je pense que l'objectif, c'est que notamment ce fameux diag obligatoire, mais non sanctionné, matériaux, produits, déchets, soit surtout mis en place par la maîtrise d'ouvrage public dans un objectif d'exemplarité. En tout cas, je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter. Un diagnostic type a-t-il été mis en place? Alors non, donc ça effectivement, ça sera aussi prévu dans le décret, comme c'était le cas en 2011. Il y a un arrêté ensuite qui a été pris pour justement décrire le contenu très précisément du type CERFA, de ce que devait contenir le diagnostic. Là, ce qui est bien, c'est que justement, comme on n'est plus du côté du diagnostic ressources qui était contractuel, où on pouvait avoir de tout. Là, on va effectivement avoir un contenu qui va être arrêté par le gouvernement et les diagnostics produits, matériaux, déchets seront standardisés et il y aura toujours le même contenu à remplir. Donc ça, effectivement, malheureusement, il faudra attendre le décret, voire l'arrêter par la suite. Quelle place pour l'ESS dans le réemploi des matériaux? C'est une excellente question et j'ai envie de dire que la seule réponse à ce stade, ce serait plutôt le fonds de réemploi solidaire qui est censé créer l'éco-organisme. Donc voilà, encore une fois, ça va représenter moins de 5% du montant des éco-contributions qui seront versées. C'est moins de 5% qui sera affecté à ce fonds. Donc c'est vrai que enfin, je pense que il y aura une place, mais je crains que cette place soit peut-être pas à la hauteur des attentes de la filière, qui est quand même. C'est vrai qu'il y a énormément d'acteurs de l'économie sociale et solidaire dans le volet réemploi, et que là, pour le coup, voilà, ils sont pas au cœur du projet. Et il faut vraiment avoir. Enfin, s'il faut résumer quand même cette loi pour le secteur bâtiment, c'est recyclage. C'est ça qui est au cœur de cette réforme. C'est ça qui est au cœur du projet du gouvernement. Donc, c'est pas les acteurs de l'ESS et du réemploi.
Concernant le contrôle, comment va-t-il être réalisé? Quel est le lien avec le permis de construire et l'opération nouvelle? Alors, c'est des excellentes questions. Pour le coup, encore une fois, je pense que là, sur le contrôle, on a vraiment rien. Enfin, il va vraiment falloir attendre le décret. Euh, mais, euh, mais le lien avec le permis de construire et l'opération nouvelle. Alors ça, pour le coup, c'est aussi une excellente question. Pour l'instant, il n'y a pas de lien qui a été établi. Donc, c'est vrai que en fait, je suis pas sûre de comprendre la question parce que si vous parlez du contrôle du diagnostic démolition, ah oui, ok, dans le cas des réhab, ok. Euh, j'ai pas de, pour l'instant, il n'y a rien. Donc peut-être que ça fera partie du coup des pièces obligatoires à produire, ou en tout cas que c'est à ce moment-là qu'il faudra en rendre compte au fur et à mesure à l'autorité qui a délivré le permis de construire. Pour l'instant, c'est très flou, même sur l'autorité qui va être chargée du contrôle. On a des pistes, mais on ne sait pas exactement comment ça va s'organiser. Est-ce qu'il y aura un vrai secteur qui va être consacré à ça? En tout cas, des agents qui viendront le réaliser. Est-ce que ce sera simplement un contrôle, voilà, a posteriori quand on fera remonter les diags, ou est-ce qu'il y aura des contrôles sur le chantier? Pour l'instant, je suis incapable de vous répondre malheureusement. Les distributeurs semblent avoir mis en place cette reprise obligatoire maintenant. Par contre, avec un tri minime, non. Alors, je vous avoue que je suis pas beaucoup sur le terrain, donc je suis pas forcément à même de vous éclairer sur la question de est-ce qu'il y a un tri qui est minime. Je sais que effectivement ça a été mis en place. Le problème, et c'est notamment ce qui a été plaidé vis-à-vis du gouvernement et à l'Assemblée, de dire mais enfin ça nous a pris du temps, c'est normal, mais là maintenant on est prêt, on a un maillage territorial, on a des points de reprise qui existent et ça fonctionne. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, vraiment, pour le gouvernement, je pense que c'était trop tard et que voilà, ils étaient décidés pour la REP. Mais effectivement, c'est pour ça que je vous disais, les éco-organismes, a priori, vont vraiment s'appuyer et contractualiser avec les distributeurs qui ont déjà mis en place ce réseau de reprise des déchets. Parce que c'est vrai que maintenant que ça a été mis en place, c'est quand même un maillage qui est intéressant, qui est insuffisant par rapport aux objectifs du gouvernement et par rapport aux objectifs qui vont être fixés, à mon avis, à l'éco-organisme. C'est pour ça qu'il faudra en mettre d'autres en place. Mais ils vont s'appuyer sur ce dispositif. Et effectivement, la question du tri, du coup, obligera ces points de reprise à s'adapter pour respecter cette obligation de tri des flux. Je vais peut-être prendre une dernière question. Il est 15 après, il faut que nous nous quittions. Euh, Alors, je prends la dernière question, la dernière qui est arrivée. Comment garantir une analyse de cycle de vie d'un matériau issu de réemploi ou de recyclage, surtout si nous n'avons pas de diagnostic ressources et de fiches matériaux? Alors, pour le coup, je pense que ce n'est pas une question juridique. En tout cas, juridiquement, je ne sais pas vraiment quoi vous répondre. Je pense que en tout cas, en fait, on n'y est pas à l'analyse de cycle de vie du matériau au niveau réglementaire. On est très très loin de ça. Donc ça, je pense que peut-être qu'on arrivera à avoir des choses justement pour avoir des analyses de cycle de vie au niveau des bâtiments, etc. et des projets, mais malheureusement au niveau des matériaux, enfin on est au niveau des obligations réglementaires, on est très très loin de ça. Donc, je pense que effectivement, le but du diagnostic, quand même, sera de vous permettre de savoir du diagnostic qu'on a présenté, là, produits, matériaux, déchets, sera de vous permettre d'avoir beaucoup d'informations sur les matériaux, d'avoir leur traçabilité, de savoir normalement où est-ce qu'ils vont, etc., comment ils vont être mis en œuvre, quels tests ils vont subir. Donc, je pense que ce diagnostic devrait vous aider. Mais c'est vrai qu'en tout cas, analyse de psychologie des matériaux, à ce stade, et c'est très loin des préoccupations du gouvernement qui, encore une fois, sont vraiment, vraiment pro-recyclage sur ce texte. Voilà, bah écoutez, il y a plein d'autres questions. Donc, ce que je fais, c'est que je vais essayer d'y répondre, en tout cas, à une partie sur le site matériaux réemploi. Donc, on va vous mettre le support à disposition. Et puis, en dessous, j'essaierai de traiter certaines questions qu'on n'a pas eu le temps de voir. J'espère que vous avez appris quand même certaines choses.
Je suis désolée parce qu'effectivement, ça vous annonce, c'est plus une webconférence qui vous annonce ce qui va vous arriver plutôt que de vous donner des informations opérationnelles sur à partir de la fin du confinement, comment ça va se passer sur les chantiers, comment ça va se passer sur les projets ou comment ça va se passer pour vos marchés publics. Mais c'est vrai que c'est un peu le problème de cette loi où on a quand même des horizons, et encore pour le bâtiment, je vous assure, c'est pas le pire, on a quand même des horizons qui sont plus ou moins lointains. Voilà, donc écoutez, merci beaucoup pour votre participation. Et puis, on vous met tout ça en ligne, du coup, avec Morgane sur Matériaux Réemploi, avec la réponse aux questions qu'on n'a pas pu aborder. Et puis, je vous souhaite à tous bon courage pour le confinement et puis pour cette période. Et puis, à très vite. Merci encore. Au revoir à tous.